Bonjour, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Métamorphose lance enfin sa newsletter. Si vous avez envie de suivre les actualités du podcast, de participer à nos conférences, de découvrir les ateliers en avant-première, inscrivez-vous gratuitement à la newsletter. Je vous l'envoie un mercredi sur 2. Il suffit pour s'abonner d'aller sur notre site internet www.metamorphosepodcast.com, de scroller jusqu'en bas de la page d'accueil. Vous avez un petit encart pour vous inscrire très facilement. Alors qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette newsletter ? Eh bien, j'y partage mes réflexions du moment. Je tire quelques cartes de mes oracles. Je vous envoie des sélections de podcasts thématiques. Bref, tout pour vous mettre sur le chemin de la métamorphose. J'espère vraiment que cette newsletter vous plaira. En tout cas, elle a été écrite avec le cœur. Je vous remercie toujours infiniment de votre fidélité et vous souhaite par avance une très bonne lecture. Bienvenue dans la toute nouvelle série Métamorphose sur la pédagogie positive avec Isabelle Paillot. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages, auteure de nombreux livres best-sellers sur la pédagogie positive, mais aussi dirigeante de la Fabrique à Bonheur. Durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Isabelle de réenchanter nos vies, du parcours du petit enfant à l'adulte serein en devenir. Ainsi, nous allons mieux comprendre le lien entre une tête qui pense, un cœur qui ressent et un corps qui met en œuvre. Tout un joyeux et passionnant programme. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle pour parler de l'importance de ressentir son corps en action, de l'importance de faire des erreurs dans sa jeunesse pour mieux se construire et ainsi forger son identité perso ou pro. On parle aujourd'hui alors de l'importance de l'apprentissage par le corps. Bonjour et bienvenue Isabelle. Bonjour Anne. Alors je suis absolument ravie de commencer avec cet épisode pour cette nouvelle série. C'est vrai que le corps, on n'en parle certainement pas assez, c'est quelque chose qui s'est un peu accéléré dans ces dernières années, de parler de l'intégration de beaucoup de choses dans le corps. Oui, un peu plus ces dernières années, mais c'est encore le parent pauvre de l'apprentissage et du travail en général. C'est le corps, on l'oublie comme s'il il était juste là pour déplacer notre cerveau d'un point à un autre. Or, comme un outil, quoi. Oui, on l'utilise comme un outil, effectivement. Il n'est pas complètement partie prenante de notre agir dans le monde, j'allais dire, alors que c'est lui qui fait le plus gros. Oui. Et c'est surtout, le corps, c'est notre antenne à sensation. C'est lui qui attrape les sensations, c'est lui qui emmagasine les signaux et qui envoie ces informations au cerveau. On croit toujours que c'est l'inverse. On va penser que le cerveau processe, commande en disant « bouge ta main », etc., ou « déplace ce pied ». C'est un peu vrai, mais ça marche aussi dans l'autre sens, et principalement dans l'autre sens. Hein. On dit le corps d'abord. Moi, j'avais un prof, Christophe Dejour, au CNAM, qui disait c'est le corps d'abord, c'est le corps qui attrape le signal. Oui. Et ensuite, le cerveau va processer. Donc, cet outil-là, si on considère que c'est un outil, moi, je ne considère pas que ce soit un outil. Moi non plus, ouais. Ce corps-là, on doit l'habiter pleinement. On doit vraiment faire en sorte de l'incarner en totalité. Alors, c'est vrai que dans cette série, quand on va parler aussi de l'enfant, ça peut faire écho, on va parler de l'enfance, ça peut faire écho soit à l'enfant que nous avons été, soit à nos enfants, évidemment, si on est le parent éducateur ou un éducateur tout court, des enfants dont on s'occupe potentiellement. Hein. Donc comme ça, c'est intéressant parce qu'il peut y avoir ces deux allers-retours entre soi plus jeune et puis voilà. C'est important de l'entendre comme ça parce que encore hier, je discutais avec quelqu'un qui me disait qu'elle avait observé une personne très en stress dans son travail. Et en observant de près et en lui faisant faire des mouvements, notamment des mouvements de brain gym, en tout cas des mouvements croisés, cette personne-là n'était pas du tout bien latéralisée, n'était pas installée dans son corps. Donc c'était très difficile pour elle de faire le travail qu'elle était censée faire. Et du coup, ça causait du stress. Et on ne peut pas penser, souvent on pense que le stress c'est quelque chose de purement psychologique. Et on ne peut pas penser que ça a une source mécanique. Donc effectivement, quand on va parler du corps,
j'espère que les auditeurs vont penser à leur propre corps et puis effectivement observer leurs enfants s'ils en ont. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant ce que tu dis sur cette histoire de latéralité, presque comme si parfois chez certaines personnes, et moi je me ressens un peu comme ça sans vouloir parler de moi du tout, mais il y a quelque chose une forme presque de dyslexie corporelle parfois. Oui, absolument. Alors que ça n'existe pas en fait. Alors ça s'appelle de la dyspraxie. Oui. Donc c'est vraiment le corps qui est... On n'arrive pas à s'orienter, ou on est mal latéralisé, gauche-droite, etc. Il y a des mouvements croisés qu'on ne peut pas faire, il y a des choses difficiles. Alors il y a des degrés dans la dyspraxie, bien évidemment, mais au-delà de vraiment ce trouble qui est la dyspraxie, on a parfois simplement quelque chose qui ne s'est pas installé dans le corps et qui nous gêne et qui va demander à notre cerveau de réfléchir plus pour agir, pour faire les mouvements. Donc, il y a une partie de notre activité cérébrale qui est en train de compenser la difficulté motrice. C'est ça. Donc, ce qu'on cherche, nous, c'est vraiment que tout soit bien aligné, donc dans un axe tête-cœur-corps, que la tête, les émotions et le corps fonctionnent ensemble, les trois fonctionnent ensemble. Alors cette forme de dyspraxie, ou en tout cas de corporéité ou de corporalité qui n'est pas complètement incarnée, est-ce que c'est plutôt de l'inné ou de l'acquis ? Et comment est-ce qu'on peut, dès petit, peut-être faire bien attention à avoir cette motricité un peu fine, mais dans tout le corps, c'est pas uniquement la main. C'est vrai, quand on pense dyspraxie, on pense souvent en fait on peut penser mains. La difficulté de la main, mais la dyspraxie c'est plus large que ça. Ça par contre c'est un trouble neurologique, donc c'est là dès le départ quand l'enfant arrive, et puis il va pouvoir être pris en charge avec une remédiation qui va l'aider à compenser son trouble. Mais ça sera pour toute la vie. Oui. Donc par contre, le fait de vraiment s'installer dans son corps et de pouvoir aider l'enfant à investir le monde, c'est vraiment le laisser crapahuter. Il y a beaucoup d'enfants qu'on immobilise, mais dès très tôt, il faut laisser son enfant ramper, il faut le laisser faire du quatre pattes. Alors, le mieux, c'est d'enlever les objets un peu précieux sur son passage, parce que c'est pas sans risque, mais vraiment le laisser toucher, attraper, essayer de faire des choses avec son corps, et bien sûr il va rater, ce qui n'est pas très grave puisque ça fait partie de l'apprentissage. Avant de marcher, on ne sait pas marcher, on tombe sur les fesses, etc. Donc il va falloir laisser le corps en mouvement le plus possible. C'est ça. Oui, vas-y. Oui. Donc, je pense aussi à ça, de l'idée de mettre les enfants dans des youpalas, etc. Ouais. Ça n'est pas très bon finalement parce qu'ils sont en suspension, ils sont un peu comme dans l'air avec des petites pattes qui sautent de temps en temps. Mais c'est une illusion de vitesse, le yupala. Oui, c'est vrai. Et ils n'arrivent pas à sentir leur corps dans l'espace. Le fait qu'à un moment, ils avancent très doucement, ils tombent, et puis après, ils vont aller de plus en plus vite. On remarque que les enfants petits, une fois qu'ils ont acquis la marche, ils adorent courir. On a l'impression qu'ils sont tout le temps en train de courir, et les parents sont tout le temps en train de courir derrière eux. Parce qu'il y a une vraie jubilation à pouvoir maîtriser ce corps, à savoir faire des choses, attraper des objets, etc. Donc, plus on laisse l'enfant tester, plus on ne zappe pas les étapes. Vraiment, on parlera des réflexes posturaux, des réflexes archaïques un peu plus tard, mais plus on va investir ces phases-là en laissant bien l'enfant aller jusqu'au bout, plus les connexions neuronales se mettent en place, et du coup, on n'aura pas ces problématiques d'organisation dans l'espace, on n'aura pas ces problématiques de latéralisation. L'enfant, il va être très incarné, il va être vraiment installé dans son corps. Là, c'est important, je pense, de revenir à la source, de dire qu'effectivement, on n'est pas né avec des béquilles au sens large, c'est-à-dire avec des aides particulière. L'être humain est fait quand même pour devenir petit homme qui se met debout, autonome et qui se déploie. Alors tout ce qu'on va lui donner comme sorte d'assistance, finalement, va entraver d'une certaine manière sa croissance. Oui, ça va entraver sa croissance parce que c'est vrai qu'on est un des seuls mammifères à ne pas être fini quand on arrive au monde. On ne peut pas se débrouiller tout seul, on doit être accompagné. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire à notre place. Donc il faut accepter que l'enfant découvre son environnement, va essayer, va se tromper, va réajuster, on va l'accompagner comme ça, et en étant OK avec le fait qu'il n'y arrive pas tout de suite.
Donc ça va permettre de faire grandir sa confiance en lui. Alors je me suis demandé, c'est une question que j'ai toujours eue et que quand je vois des parents, quand mes parents étaient petits, j'allais dire, ça n'a pas existé ça, je ne les ai pas vus quand le lapsus, quand mes enfants étaient petits. C'est vrai qu'est-ce qu'il faut valoriser un enfant qui arrive ou qui arrive pas ? C'est toujours la grande question parce que tout de suite on porte un jugement sur bravo, tu t'es mis debout, alors que pour lui il est dans l'essai et quelque part c'est normal de faire ça. C'est bien de s'enchanter, de voir que son enfant grandit, se développe. C'est une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut doser ça parce que si on est toujours à fond en disant waouh, génial, oh, super. Bon, d'abord, c'est fatigant, et puis au bout d'un moment, l'enfant va... C'est fatigant pour lui. C'est fatigant pour lui, parce qu'il va se dire, ils sont toujours ravis, très bien, mais le jugement vient de l'extérieur. Moi, j'aime bien l'idée qu'un enfant s'auto-évalue, réussisse à s'auto-évaluer et soit fier de lui-même. Il y a une expression qui est très courante actuellement, et les parents l'utilisent beaucoup, qui est « je suis fier de mon enfant, je suis fier d'eux ». Donc, ils disent « je suis fier de toi ». Oui, et voilà, ils distribuent un peu des médailles. Moi, j'aime bien l'idée de dire sois fier de toi, ou tu dois certainement être fier de toi. Voilà. Et moi, en tout cas, je suis content pour toi. Je te dis bravo, etc. Donc, c'est les compliments. Oui, c'est pas moi, c'est toi. Je suis content pour toi. Je suis content pour toi, oui. Parce que si je dis je suis fier de toi, je récupère un peu. Ouais, c'est narcissisant pour le parent. Un peu, oui, un petit peu narcissique. Oui. Et donc voilà. Donc l'abus de compliments a un effet inverse. C'est Mathieu Ricard qui disait ça, de dire que si on est trop dans le compliment, à trop gonfler tout ça, eh bien on va gonfler l'ego de nos enfants, parfois sur quelque chose, mais souvent sur du rien. C'est ça. Donc c'est bien de s'émerveiller, c'est bien de trouver, moi je trouve que la vie en général est chouette, parce que quand on voit ce petit bébé qui ne savait pas faire grand-chose et qui tout d'un coup va courir, donc ça, je trouve ça merveilleux, le développement. Mais il faut l'accompagner tranquillement et surtout lui donner la sensation que c'est grâce à lui-même, aidé par son entourage, mais grâce à lui-même qu'il arrive à faire des choses pour faire grandir sa confiance. Si la valorisation vient toujours de l'extérieur et qu'il ne ressent pas qu'il progresse, qu'il arrive à maîtriser les choses, eh bien, ça va donner une confiance en lui relativement faible et toujours l'envie d'aller valider auprès des adultes. Est-ce que ce que je fais est bien ? Est-ce que ce que je fais n'est pas bien ? C'est vrai qu'on parle beaucoup, on en a parlé dans un podcast récent avec Alexandre Dana, de ce muscle de l'échec qui est très important, parce qu'on voit beaucoup d'adultes, et toi tu vois aussi dans ton travail évidemment, parce que la pédagogie positive dont tu parles sur les apprentissages, elle est valable que ce soit au travail ou pendant l'enfance. Ça, c'est peut-être bien de le rappeler, tiens. Avant de répondre peut-être à cette question. En fait, la pédagogie positive, pour moi, c'est vraiment le fil qui nous amène du départ. Quand on nous demande de travailler, donc quand on nous demande de coller des gommettes à l'intérieur d'un cercle et pas à l'extérieur, donc quand on nous donne des consignes, qu'on nous demande d'agir d'une certaine façon, jusqu'au travail, c'est un fil rouge. Moi, j'accompagne des adultes en entreprise qui veulent travailler ensemble, qui récupèrent les méthodes de travail qu'ils avaient quand ils étaient à l'école, donc c'est pas toujours très efficace. Donc en fait, la pédagogie positive, elle marche chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte. C'est vraiment une façon écologique d'utiliser ses propres ressources et pas de vouloir adopter un autre modèle qui n'est pas le sien. Donc, utiliser ses propres ressources pour pouvoir mettre en œuvre, agir et se sentir bien. Voilà, le but, c'est vraiment le bien-être au travail, le bien-être dans les apprentissages et, au-delà de soi-même, d'être en capacité de collaborer avec les autres. Donc, le fil, moi, je le tire constamment. Quand à la Fabrique à Bonheur, on dit notre mission, c'est réenchanter sa vie de l'école au travail. C'est vraiment toute la question de notre pouvoir d'agir et de notre contribution. Donc, quand je parle des enfants, je peux parler des adultes, ça revient exactement même pour moi. J'ai pas de différence. D'ailleurs, quand tu vois un adulte et qui a du mal à vivre ce qu'on appelle l'échec, sachant que ce mot déjà est connoté négatif dans notre société, alors qu'en fait c'est juste une façon d'apprendre,
voilà, j'essaye, ça fonctionne pas, c'est neutre en fait, on pourrait dire que les deux pourraient être neutres. Est-ce que tu arrives à remonter le fil justement de l'enfance en imaginant quelle petite enfance ça a pu être ? Souvent, moi je pose la question aussi à mes patients de savoir, là voilà, vous vivez un échec, en tout cas une difficulté. Est-ce que c'est la première fois que vous vous frottez à cette chose-là ? Parce qu'il y en a pour qui l'échec est tardif, donc très douloureux. Et d'autres disent non, j'ai déjà vécu ça. Donc on remonte le parcours, on revoit ensemble le parcours d'apprentissage. Oui. Et on voit que déjà dès le départ, c'était difficile, peut-être parce cet adulte-là était dans un environnement où l'échec n'était pas autorisé. On essaye et on réussit tout de suite. Sinon, ça va pas, quoi. Donc on se compare, etc. Donc quand on remonte le fil, faut aller réparer. Oui. Réparer et vraiment accueillir avec douceur l'enfant de 8 ans qui s'est planté et qui a encore cette blessure-là, par exemple. Donc, c'est vraiment d'aller rechercher ces étapes-là, transformer l'échec, comme tu dis, qui a vraiment une connotation négative, mais en tout cas, les épreuves ou les erreurs, et d'aller chercher... Ou les défis. Ou les défis, oui, ou les challenges, ce que ça m'a apporté dans la vie. Qu'est-ce que cet échec, entre guillemets, m'a permis d'apprendre. Et souvent, on passe là-dessus, on a envie d'oublier qu'on s'est planté, on n'en tire pas une leçon intéressante et on garde cette petite blessure à l'intérieur et un trauma plus un trauma plus un trauma fait qu'à un moment, ça explose dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle et on ne comprend pas cette déflagration qui prend sa racine très très tôt en fait. On peut aussi n'avoir rien entendu peut-être de négatif, mais avoir senti parfois dans le regard du parent éducateur que c'était pas OK. Enfin, du parent éducateur ou d'autres éducateurs d'ailleurs. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin de parole. Il y a besoin parfois juste du non-verbal, des yeux qui se lèvent au ciel ou un... T'as l'air de dire ce que tu dis n'est pas intéressant ou bien c'est n'importe quoi, un haussement d'épaule, des petits gestes comme ça, peut-être beaucoup de valorisation sur un frère, une sœur ou le cousin qui est parfait. Ou de la récompense. Voilà, donc, et rien pour celui qui tente quand même. Et puis les histoires de récompense, effectivement. Donc au-delà des mots, on peut tout à fait comprendre, c'est là où on parlait du corps tout à l'heure, notre corps attrape des signaux non-verbaux. Et il les sent très bien. On sent très bien quand quelqu'un n'est pas, nous envoie un message non-verbal qui n'est pas terrible. Notre corps l'attrape. D'ailleurs, tu disais en antenne, tu as une expression que j'adore, que toi, tu as des antennes pour détecter ça. Est-ce que tu veux dire la formule ? Alors moi, j'ai quelque chose que je considère comme mon super pouvoir, c'est ça. Que j'appelle l'antenne à bullshit. L'antenne à bullshit, c'est quand les gens me parlent, mais ça n'est que dans la tête. C'est un discours très rationnel, avec des mots qui sont sensés, qui vont sortir de la bouche, mais ça n'est pas un discours incarné. C'est un discours qui n'est pas dans le corps. Il n'y a pas le ressenti émotionnel, c'est pas dans le muscle. Et à un moment, moi, j'entends les mots français qui sortent de la bouche, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est comme si ça faisait bla 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 bla. Donc je demande. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens du tout. Et donc je ne dis pas que ça n'a pas de sens. Je le dis pas comme ça, mais vraiment je dis j'entends ce que vous dites. C'est très rationnel, je comprends, mais est-ce que vous pouvez descendre un petit peu et me dire vraiment ce que vous ressentez ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est dans le corps ? Est-ce que c'est serré au niveau de la gorge ? Est-ce que vous vous sentez tendu ? Il y a des endroits qui sont douloureux. Parce que notre corps, il va donner des indications de ces émotions-là. Donc, quand c'est pas incarné, ça s'entend très bien. Il suffit d'allumer la télé, parfois, ou la radio, et d'entendre, des choses sur le monde. Sur le monde, des chroniqueurs ou des hommes politiques. C'est ça, mais on verra, de bons exemples, tout ça, mais on verra dans un autre épisode, effectivement, comment aller à la découverte de nos casseroles, parce qu'en tant que parent éducateur, parfois, on peut être aussi figé de dire, j'ai forcément des casseroles, il y a des choses qui viennent pas du cœur, et en fait c'est des projections, des constructions caractérielles qui viennent de mon histoire. J'aimerais faire autrement, mais qu'est-ce que j'envoie en non-verbal ? Ça peut faire peur aussi d'être figé un peu là-dedans.
Oui. Enfin, ce qu'il faut comprendre, moi je dis, alors j'appelle ça l'antenne à bullshit, mais j'ai beaucoup de tendresse quand j'entends quand j'entends ça, parce que je me dis, c'est un mécanisme de défense qui s'est mis en place et dont on a besoin par moment. On peut pas toujours être authentique, aligné, c'est très difficile, c'est un chemin pour se découvrir et puis effectivement pour nettoyer ses casseroles et s'en débarrasser. Oui. Mais c'est un mécanisme de défense qui est utile à un moment, mais dont on doit se débarrasser pour pouvoir être vraiment au plus près de soi et de son identité, qui je suis. Sinon, j'ai toujours un costume qui n'est pas le mien et je suis décalée et je ne me sens pas bien. Alors toi, tu parles aussi d'intuition corporelle. Qu'est-ce que c'est et comment on peut un peu rééduquer ça, même en tant qu'adulte, quand on sent qu'on peut en manquer un petit peu ? L'intuition corporelle, c'est un peu ce dont j'ai parlé là à l'instant, c'est plutôt que d'entendre sa tête qui raconte du blabla, c'est vraiment de descendre dans le corps et de dire, tiens, je suis dans telle situation, je sens que mon estomac se resserre. Pourquoi ? Alors on va toujours avoir des explications très rationnelles en disant j'ai certainement mangé quelque chose qui ne me réussissait pas. Oui. Bon bref, on va toujours trouver des choses, ou bien j'ai un peu mal, mais ça doit être j'ai dû attraper froid. Donc on va essayer de rationaliser, mais si on reste vraiment sur nos sensations, c'est comment je sens cette situation. C'est comme un autre cerveau, c'est un cerveau intuitif. On a un cerveau qui est très rationnel, où on utilise beaucoup le cognitif, mais ce cerveau intuitif, qui est notre corps, notre antenne corporelle, nous aide vraiment à sentir des situations et les prendre en compte. Alors, on ne peut pas être que sur de l'intuition et pas non plus que sur du rationnel, il faut utiliser les deux. Donc, de dire, si je sens que j'ai une boule dans la gorge, je vais prendre le temps de respirer, de savoir à quoi ça correspond. Peut-être que je n'ai pas de réponse, je ne vais pas avoir d'éléments précis, mais je vais le prendre en compte. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le pouvoir de l'intuition » où, j'ai plus son auteur là en tête, mais ça va me revenir, où il raconte qu'un musée américain a acheté de magnifiques statues des Kéros, soi-disant authentiques. Donc pour le vérifier, ils font venir 3 conservateurs de musées, d'autres musées, alors je ne sais plus, Washington, Chicago, Seattle, admettons, et le premier arrive et dit « Non, c'est un faux ». Et on lui dit, mais pourquoi ? Il dit, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une vitre entre la statue et moi. Ah oui, c'est impressionnant. Oui. Donc, c'est pas du tout rationnel. Donc c'est okay. La deuxième dit, les ongles étaient trop parfaits. Juste un détail comme ça, les ongles sont trop parfaits. Et le troisième a dit, eh bien moi, quand je me suis retrouvée face à cette statue, j'ai ressenti du froid à l'intérieur de mon corps. Donc c'est ça le pouvoir de l'intuition. C'est comment mon corps me donne déjà des informations avant même que mon cerveau ait pu processer et donner une information rationnelle, analytique, etc. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment ce fameux gut feeling, là. Qu'est-ce que je ressens, quoi. À chaque fois, revenir à ça en termes d'exercice. Absolument, vraiment se poser les pieds au sol, sentir... Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Moi, je le fais souvent avec mes patients qui me disent, voilà, il y a cette solution ou celle-là, qu'est-ce que vous en pensez ? Et moi, je dis, je n'en pense rien puisque votre corps le sait déjà. Et souvent, les patients me disent, qu'est-ce que vous voulez me dire ? Je dis, posez vos pieds au sol, dites-moi la première chose. Donc, ils disent cette première solution. Et je dis, qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Et certains me disent, ça se resserre au niveau de la poitrine. Ok, très bien. Juste ça, on ne dit rien d'autre, on constate. Et puis, la deuxième solution, et là, je les vois qui respirent plus large. Je vois que ça fait... ça s'ouvre. Et ils me disent, ah oui, là, ça s'ouvre. Et je dis donc la deuxième. C'est ça. Voilà, vous savez déjà, vous avez déjà l'information, mais comme vous ne l'écoutez pas au bon endroit, c'est ça. C'est pas possible. Donc voilà, c'est ça la question de se servir de son corps comme d'une antenne et de ne pas écarter des intuitions qui arrivent. Et plus on le fait, plus ça fonctionne, parce que plus on est à l'écoute d'autres signaux. Ça me rappelle ce que disait la fondatrice de la psychologie biodynamique, Gerda Boysen, qui disait « Le corps a un esprit bien à lui ». Oui. Alors, est-ce que ce serait une bonne conclusion, finalement, de ce que tu viens de dire ? Oui, c'est de dire que vraiment, le corps a un esprit bien à lui, et donc, dès tout petit et avec nos enfants, laissons de la place. On a
trop tendance à développer le cognitif, à développer les connaissances, à remplir le cerveau, surtout quand l'enfant est petit. Mais laissons-le s'incarner dans le corps. Demandons-lui qu'est-ce qui se passe dans ton corps, comment tu te sens, etc. Posons plus cette question pour le ramener sur Terre, plutôt que d'en faire des petits ballons d'hélium qui ont une tête bien pleine, mais qui sont à 10 cm du sol. Ouais, ils sont hors sol. Hors sol, oui. Merci infiniment Isabelle et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, à bientôt. Merci infiniment du fond du cœur Isabelle Payot pour tous ces apprentissages qui nous aident à être des adultes en lien tête, cœur, corps grâce à la pédagogie positive. On peut te retrouver sur ton site internet lafabriqueabonneur.com où tu proposes des ateliers, formations et conférences ainsi que tous tes livres comme le best-of Apprendre autrement avec la pédagogie positive aux éditions Erol. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.